Parti pour être comptable, il est devenu la première véritable superstar de l'UFC. Bien avant des noms comme John Jones, Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov ou plus récemment Alex Pereira ne foule l'octogone de l'UFC, l'homme dont je vais vous raconter l'histoire aujourd'hui avait réussi à créer un véritable engouement autour de son personnage. Une réputation qui s'étendit bien au-delà des États-Unis, traversant les mers et les frontières au début du nouveau millénaire. Longtemps resté comme la figure de proue de l'organisation américaine, il n'y subira qu'une seule défaite en 7 ans et 15 combats. Artiste du chaos, il en termine 10 de cette façon, un record en light heavyweight, dont 7 à la suite, autre record qui tient toujours 20 ans plus tard. Parmi ces 10 KO, il en fera connaître 2 à celui qui l'avait battu, à qui il prend le titre de champion qu'il défendra à 4 reprises. Mais son arme principale le mènera à sa perte. Adepte des guerres, il lui sera impossible de tenir ce style de combat durant les années suivantes, le poussant à prendre sa retraite. Arborant un short bleu au motif de glace, surplombé par un bouc iconique et une crête devenue légendaire, vous l'aurez compris, bienvenue dans ce nouveau documentaire Le Parcours, consacré à The Iceman, Chuck Liddell. Impetuous, my defense is impregnable, and I'm just ferocious. I want your heart, I want to eat your children. Praise be to Allah. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager et également utiliser vos points pour booster la vidéo pour qu'elle soit mieux mise en avant dans les nouvelles tendances de YouTube. On souhaitait aussi vous remercier puisque vous êtes désormais 40 000 à nous suivre, plus que 10 000 avant le palier des 50 000 abonnés. Si vous voulez nous soutenir tout en vous procurant des produits de qualité, vous avez 10% de réduction avec le code OCOLEPARCOURS sur leurs gourdes, filtres et système de filtration d'eau pour le robinet. Si d'autres marques comme OCO veulent nous accompagner pour des projets vidéo, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à contactleparcours@gmail.com. Sur ce, bonne vidéo. De ses vrais prénoms, Charles et David, Chuck Liddell naît le 17 septembre 1969 à Santa Barbara en Californie. Son père, originaire de Brooklyn, part peu après sa naissance. Il est donc élevé par sa mère et son grand-père maternel qui lui transmet les bases de la boxe dès son plus jeune âge. I heard that you learned to fight from your mom and your grandma. My grandpa taught me how to fight back when I was a kid, Yeah, I was getting bullied and picked on in school. Chuck a une sœur nommée Laura et 2 frères nommés Dan et Sean, qui deviendra lui aussi combattant. Enfant, sa vie n'est pas encore centrée autour des arts martiaux, mais Chuck est déjà très sportif, faisant du baseball et du football américain. Néanmoins, il est rapidement confronté à la violence. Il fréquente souvent Del Playa Drive, une rue prisée pour les fêtes par les étudiants de l'université de Santa Barbara, avec lesquels il se retrouve souvent mêlé à des bagarres. En 1981 sort le film Le Facteur sonne toujours 2 fois, où l'on aperçoit déjà le jeune Charles à l'écran en tant que scout. À 12 ans, il commence à pratiquer le Koikan Karaté, style de combat auquel on ne l'identifie pourtant pas, mais qui l'accompagnera tout au long de sa vie, puisqu'il se tatoue plus tard les kanji Koikan sur le crâne. C'est au lycée San Marcos de Santa Barbara que Charles devient Chuck, surnom que ses amis lui attribuent. When did you become Chuck? I mean, your name is Charles, but when did you become Chuck? That's actually funny. I actually didn't like the name Chuck. I fought it for years. My family called me Charlie. I actually had in high school, I had buddies that call him, "Hey, is Chuck there?" So my grandma answers the phone. Nope, no Chuck here. I'm like, is Charlie there? And she, oh yeah, he's right here. Oh, She handed me the phone. yeah. Il montre aussi qu'il est un athlète hors du commun, pratiquant en parallèle du karaté, la lutte et le football américain au poste de center et linebacker. Après le lycée, il poursuit ses études à la California Polytechnic State University à San Luis Obispo, où il fait partie de l'équipe de lutte universitaire en Division 1, tout en obtenant en 1995 un bachelor en gestion d'entreprise et comptabilité. Parallèlement à tous ces sports qu'il pratique déjà, Chuck ajoute le kickboxing à son arsenal. À ses débuts, il fait la connaissance de John Ackerman, coach de la salle de Pitt à Arroyo Grande en Californie. John décèle chez lui un diamant brut qui ne manque qu'à être poli,
Dès son 3e combat, il s'aperçoit que Chuck ne ressent absolument pas la pression avant de monter sur le ring. Il a, comme qui dirait, le regard froid, glacial. C'est à ce moment-là qu'il le surnomme The Iceman, qu'on peut traduire littéralement par l'homme de glace. How did you get your nickname? My trainer, John Hackelman, gave it to me. I think it was like my 3rd or 4th kickboxing fight. And we had to be there. We get there like 5. We weren't going to fight till 9 at night. So I'm going to come back home, wrap your hands about 8. And he's going out watching fights. He had some other fighters going. He came looking for me, couldn't find me. I was sleeping. He's like, you don't get nervous before a fight? I don't. He started calling me Iceman because I don't get nervous before fights. En 5 ans, de 1988 à 1993, Chuck développe un solide palmarès amateur de 20 victoires dont 16 par KO pour seulement 2 défaites. Il aime ce sport, mais envisage déjà d'arrêter, ne gagnant pas d'argent à se battre. I went to John Hackelman, my trainer, and I'm like, if we don't start making money soon, I really got to get a real job. I mean, I love this, but I can't just do this. Yeah. And he's like, yeah, well, I don't know, it's hard to make money kickboxing. And right after that, Nick Blomgren, the guy actually who kind of really got me started kickboxing, called me up and said, hey, Alfie says you're a pretty good wrestler. Do you want to do a mixed fight? Cette dernière opportunité, Chuck l'a saisie. Un combat qui a lieu à Las Vegas. Son adversaire est un dénommé Ron Kosakowski. Les règles sont un peu spéciales. Aucune frappe point fermé ne peut être portée au visage. Mais rien n'interdisait les coups de pied à la tête. Et ça, Chuck l'avait bien compris. Il fait alors ses débuts en MMA l'année suivante en 1998 lors de l'UFC 17. The 28-year-old very confident. Here's a guy with an accounting degree who just simply loves to compete and is happy to be in the UFC. But that was kind of turf. Oh, good right hand. He continues to win a box. Oh, good. Now they're back to striking distance. Again he goes high. I couldn't have had a better job. I loved what I did. And back down to the ground it goes. Ce premier combat face à Noé Hernandez, Chuck le remporte par décision unanime. C'est seulement après son premier combat qu'il commence à prendre des cours de jiu-jitsu brésilien, se rendant compte de l'importance de cet aspect dans ce sport. À cette période, il n'y a pas encore de contrat d'exclusivité avec l'UFC. Chuck se rend alors au Brésil et en ce 23 août combat à l'IVC 6 dans les règles du Vale Tudo, une version primale du MMA. Bien qu'il n'y ait pas de gants et que son nom se traduit littéralement par tout est permis, il y a quand même quelques petites règles. Il n'y a qu'un round qui dure 30 minutes. Il y a pour interdiction de mordre, frapper la colonne vertébrale et mettre ses doigts dans les yeux ou quelconque orifice. Comme un sort du destin, une légende qu'il affrontera 10 ans après ces événements y remporte déjà son 6e combat. L'adversaire de Chuck est brésilien, du nom de José Landy Jones. Pourtant connu pour son striking, il amène Chuck au sol et entame un violent ground and pound avant que notre protagoniste réussisse à se lever et envoyer d'énormes coups de tête. Et j'ai omis de préciser une information qui peut paraître anodine au premier abord. Le surnom de Jones, qui n'était autre que Pelé. Pourquoi vous me direz ? Pour ça. Chuck est envoyé au tapis, mais se relève presque instantanément. De là, la guerre est lancée. Chuck l'amène 2 fois au sol et continue son ground and pound. Pelé est à bout de souffle, mais n'abandonne pas et contre toute attente, envoie un nouveau high kick dévastateur à Lidl qui fait l'ascenseur et réussit désespérément à saisir la cheville de Pelé et le fait basculer. Chuck se retrouve au-dessus, puis les deux se relèvent. Les 30 minutes paraissent interminables, mais le combat arrive à son terme après que Chuck ait coincé la tête de Pelé dans les cordes, lui délivrant une énième série de coups. The Iceman est déclaré vainqueur par décision unanime. L'année suivante, en 1999, Chuck retourne à l'UFC et affronte Jeremy Horn. Alors que l'UFC n'existe que depuis 4 ans, il possède déjà un palmarès de 22 victoires, 4 défaites et 4 égalités. Expert au sol, 16 de ses 22 victoires ont été remportées par soumission et 4 par TKO. Le plus impressionnant est qu'il a effectué ses 31 combats en l'espace de seulement 3 ans. Sur cette même soirée, combat un certain Tito Ortiz, devenu depuis peu l'un des partenaires d'entraînement de Chuck. Les deux sont aussi managés par le même homme, Dana White, qui n'est pas encore le président de l'UFC. La rencontre se fait lors d'un cours de jiu-jitsu brésilien donné par John Lewis. When did you meet Dana White? Dana was actually managing, I think, Tito, Wayne Harriman, and he actually told Dana, hey Dana, you might want to sign this guy. Might be better than Tito. Dana signed me then.
He's my manager, so he's managing me and Tito. At that time, the UFC didn't even want Chuck Liddell. They didn't want him in the UFC. They wouldn't sign him. I was trying to get the UFC to sign Chuck Liddell at that time. They're like, nah, You're going in as manager. We don't think he's got it. We don't think he's that guy. We don't think he can be a star. You know, he's got the mohawk all played out, whatever their weird shit was at the time, that they didn't want Chuck Liddell. De 6 ans son aîné, Chuck reste malgré tout beaucoup moins expérimenté que Horn en MMA. Et cela se ressent, puisque dès les premières minutes du combat, Chuck se fait connecter par un high kick. Et alors qu'il s'attend à subir d'autres coups, Horn plonge dans ses jambes, mais n'arrive pas à l'amener au sol. Chuck est au-dessus, mais se fait presque avoir par une tentative de clé de talon. The Iceman est à bout de force et les positions s'inversent. Les rounds n'existent pas encore, mais voyant un manque d'activité des deux combattants, Big John les sépare. De nouveau à distance, Chuck est amené au sol et se fait avoir par un étranglement bras-tête qui met fin au combat. Presque à peine commencé, il subit déjà la première défaite de sa carrière. Cela ne l'empêche pas de combattre 3 semaines après, lors de l'événement NG11 et gagné par étranglement arrière. Comme son partenaire Tito, Chuck fait son retour lors de l'UFC 22, mais l'organisation américaine ne lui fit toujours pas de cadeau, l'opposant à Paul Jones, alors invaincu en 11 combats. Ayant déjà vu son adversaire à l'œuvre, Jones veut adopter la même stratégie que Horn, plongeant constamment dans les jambes de Liddell. Mais on ne la fait pas 2 fois au Iceman, qui envoie un terrible coup de coude à Jones qui tente de fuir, alors que Chuck, père de Azix au pied, n'hésite pas à envoyer un high kick qui manque de peu. Ouvert profondément à l'arcade par le coude de Chuck, Big John met un terme au combat. S'ensuit en 2000 2 autres victoires. L'une lors de la revanche face à Kosakowski qui se termine de la même manière et l'autre lors de l'UFC 29 face à Jeff Monson. Le premier véritable test pour Chuck a lieu quelques mois plus tard, le 4 mai 2001, lors de l'UFC 31 face au super athlète, ancien champion de l'UFC, le regretté Kevin Randleman. Bien qu'il vient de perdre son titre, il descend de catégorie et est l'absolu favori, mais The Iceman déjoue tous les pronostics. Randleman est mis KO dès la première minute du combat. De l'autre côté du globe, le Pride, autre organisation de MMA, fait fureur et souhaite qu'ils viennent représenter l'UFC dans 3 semaines pour affronter leurs combattants. Chuck accepte et affronte celui qui avait battu Ortiz en finale du tournoi de l'UFC 13, Guy Mezger, alors sur 4 victoires consécutives. Le premier round débute et étonnamment, c'est Chuck qui est envoyé au tapis. Mais Mezger, épuisé, n'arrive pas à en finir. Et alors que le deuxième round commence à peine, Mezger est inerte, presque laissé pour mort. S'ensuivent 3 victoires de suite à l'UFC. La première face à l'invaincu Murilo Bustamante. La seconde face à Amar Suloev, alors sur 13 victoires pour 2 défaites. Et la troisième face au vainqueur du tournoi de l'UFC, futur champion et Hall of Famer, alors sur 4 victoires consécutives, Vitor Belfort. Chuck est alors pressenti pour affronter le champion de la catégorie. En parallèle, son partenaire et ami Tito Ortiz connaissait une ascension similaire, mais contrairement à lui, la vivant en étant champion de l'UFC, titre qu'il avait remporté face à Wanderlei Silva et défendu à 5 reprises, un record à l'époque. Problème, les deux évoluent dans la même catégorie et doivent naturellement se disputer le titre. Mais cela ne semblait pas les déranger. Tito savait que cela devait arriver et avait pris ses dispositions d'aller s'entraîner ailleurs. So for a few years, it was good. You guys were good. You guys were just we were good training partners. I mean, he makes it sound like we were great friends. I mean, he, you know, I always slept on my couch. I slept on your couch because you wouldn't pay for a hotel room. Alors qu'il était vraisemblablement le champion le plus dominant de l'organisation et venait de battre Ken Shamrock, The Huntington Beach Bad Boy commence à s'inquiéter de l'issue que pourrait prendre le combat. Dana White, devenu entre-temps président de l'UFC, les connaît bien et tente de négocier un combat entre ses 2 anciens poulains. Il demande à Chuck d'attendre, mais ce dernier refuse car il veut rester actif. C'est alors qu'il affronte le très expérimenté Renato Babalu Sobral, futur champion du Strikeforce qui n'avait alors connu que 4 défaites, dont aucune par KO en 24 combats. Et c'est alors que The Iceman éteint la lumière sur un high kick dès le premier round. Désormais en 10 victoires consécutives, Tito est encore plus réfractaire à l'idée de l'affronter. One of your best friends
Chuck Liddell is next in line. What's going to happen? Our friendship's not worth the money we're getting paid, if you ask me. I love Chuck as a friend. If we're going to get in here and do what we just did right now, I'm going to make it worthwhile myself and his self. So, I don't know, I guess we'll be going to Japan to fight, possibly. But that's the last on my mind right now. I thought we had an agreement that if we ever fought each other, it would be for, huge sums of money. And he didn't care. Tito always tries to play off like, I'm a businessman. You're a fighter, Tito. Et suite à des problèmes avec l'UFC, son contrat n'est pas renouvelé. Pour ne pas bloquer la catégorie, l'organisation décide de créer un titre intérimaire. Chuck est logiquement choisi pour participer au combat et doit affronter l'ancien champion des poids lourds, Randy Couture. Pourtant, 2 défaites de suite, The Natural comme on le surnomme, était toujours à ce moment-là la tête d'affiche de l'organisation. L'UFC ne pouvait pas rêver meilleure opposition. Le main event pour le titre intérimaire des poids lourds légers est lancé. Malgré le background en lutte de Chuck, il se méfie, car Couture, spécialiste en lutte gréco-romaine, est connu pour son ground and pound exceptionnel. Chuck recule, mais se fait saisir au niveau de la nuque et se prend un violent coup de genou à la tête. Et alors qu'il tente un low kick, Couture plonge dans ses jambes et le slame violemment au sol. Chuck se relève avant d'être amené une nouvelle fois au sol à 1 minute de la fin du round. À l'entame du deuxième, il est épuisé. Couture s'en aperçoit et tente d'écourter le combat. The Iceman tente de répliquer mais ne touche pas efficacement et se fait encore amener au sol. Il retourne la situation, mais il ne lui reste pas assez de temps pour mettre Randy Couture KO. C'est dans le 3e round que tout bascule. Alors qu'on ne l'attendait pas dans ce domaine, Couture lance et domine la guerre en stand-up. Les mains bien hautes, il ne se laisse pas connecter à mi-distance. Saisit le clinch avant d'amener une énième fois notre protagoniste au sol, prendre la montée et comme à son habitude, envoyer du ground and pound. Chuck Liddell perd par TKO pour la première fois de sa carrière et son run exceptionnel de 10 victoires consécutives est stoppé par Randy Couture qui remporte la ceinture intérimaire des poids lourds légers et devient le premier combattant de l'histoire à remporter un titre à l'UFC dans 2 catégories de poids différentes. Liddell n'est donc plus le prétendant numéro 1 et peut faire une croix sur un combat face au champion Tito Ortiz. Malgré la défaite, Chuck enchaîne les combats, puisque 2 mois plus tard, il est appelé une nouvelle fois par le Pride pour représenter l'UFC. Mais là, il ne s'agit plus seulement d'effectuer un combat, mais un tournoi tout entier, celui du Grand Prix 2003 Middleweight. Nous sommes en quart de finale et il affronte un nom que vous connaissez bien. En moins de 4 ans, The Demolition Man, comme on le surnomme, avait effectué 19 combats, en avait gagné 16, tous avant la limite, et était sur 12 victoires consécutives. Je parle évidemment de Alistair Overeem. Bien que doté d'un palmarès exceptionnel, Chuck ne se laisse pas impressionner. Il devient le premier combattant à le mettre KO, exploit qu'il réalise en seulement 3 minutes. En parallèle, un certain Quinton Rampage Jackson remporte lui aussi son quart de finale. Une victoire qui le destinait à affronter Chuck Liddell en demi-finale. When Chuck came over to Pride and he fought, what was that, Alistair Overeem? Overeem, yeah. And we was getting ready to fight in a tournament. This is why I fuck with you, Chuck. After you beat him, you came to me and you talked to me. You was like, "Hey, looks like it's gonna be us next. Let's go to a bar and have a drink." I said, "Oh shit, ain't nobody ever said some shit like that to me." And we went in Japan. Yeah, we had a good time out there. Yeah, we had a good time out there, man. That's entertaining. Yeah, this guy's funny. Oh yeah, always. I mean, it's fighting. I'm trying to kill you when we're in the ring, but hey man, when it's over, we're friends. Mais contrairement à Chuck, Rampage s'impose par une décision partagée très controversée. Dana White, ancien manager de Chuck, connaissait parfaitement son potentiel et était présent à l'événement pour démontrer la supériorité du niveau de son organisation. Il aurait même parié $250 000 avec le président du Pride, Nobuyuki Sakakibara, sur sa victoire au tournoi, incluant un combat contre Wanderlei Silva en finale. $250,000 that he'll win the tournament? $250,000? What is going on here? Alors que Chuck fait son entrée, vêtu de la plus simple des manières en fier représentant de l'UFC, Rampage, comme à son habitude, fait le show, arborant sa chaîne mythique et un masque de luchador. Les fans, qui connaissaient leur agressivité et leur puissance dans les poings, s'attendaient à vivre une véritable guerre et vont en avoir pour leur argent. Chuck ayant pour habitude de combattre avec la garde ouverte, Rampage connecte très facilement, à tel point que le bruit des coups résonne dans tout le Tokyo Dome. Mais la dureté du menton de Liddell n'est plus à démontrer. C'est même lui qui repart à l'assaut. Mais Rampage le contre et le fait tituber.
Il a vraisemblablement trouvé la stratégie idéale pour déjouer son striking. Il attend que Chuck envoie le premier coup avant de le bloquer et remiser immédiatement. Reconnu lui aussi pour son striking, Rampage était surtout devenu célèbre grâce à ses énormes slams qu'il tente de placer à Chuck. En vain. Il reste tout de même beaucoup plus précis que son aîné. En sortie de corps à corps, il lui envoie un direct au menton, avant de le rusher avec des crochets larges et finalement l'amener au sol. Comme face à Couture, The Iceman tente de se rattraper à la cage, mais là, il s'agissait d'un ring et se retrouve avec les bras emmêlés dans une corde. Il se relève difficilement, mais cette fois-ci connecté nettement. Chuck fait l'ascenseur, mais tient le coup avant la fin du round. Le deuxième commence et il est de nouveau mis à terre après un énorme coup de genou au corps. Il se relève une énième fois, mais est encore mis au sol. Seulement cette fois-ci, il ne se relèvera pas, puisqu'il se fait ruer de coups jusqu'à pour la première fois de sa carrière se faire complètement déconnecter par une droite de Rampage qui ne s'en rend même pas compte. Dana White au commentaire n'en revient pas. Son poulain s'est fait annihiler. Le pire c'est que derrière, Rampage ne remporte même pas le tournoi, s'inclinant par KO pour la première fois de sa carrière en finale face à Wanderlei Silva, démontrant la supériorité du Pride. Pendant ce temps-là, Tito avait re-signé avec l'UFC et s'était incliné face à Randy Couture, perdant sa ceinture. Paradoxalement, après avoir vu son ancien coéquipier perdre face au même homme, puis face à Rampage, cela lui avait redonné confiance pour un éventuel combat. Et les deux se font enfin face le 2 avril 2004 en tête d'affiche de l'UFC 47. Bien qu'il venait de s'incliner, Chuck était reboosté à l'idée d'affronter Tito, qui ne cessait de le provoquer. You watch Chuck's walk-in to the fights with Tito, he's literally smiling like he's going to have the happiest day of his life. Look how happy he looks. He couldn't wait to kick Tito's ass. Every time they trained together, that was it, man. Tito would get beat up. And I'm not just talking like, I feel like he got the better of me today. I'm talking drop him on the ground and Tito refusing to get back up. Le dominant constamment en sparring, il savait qu'il allait remporter ce combat. La foule est en délire, témoigne Joe Rogan, déjà aux commentaires à l'époque. Le combat n'ayant même pas commencé, s'annonce déjà comme l'un des plus grands de tous les temps. Le storytelling était encore plus parfait que Couture contre Liddell. Cette opposition était digne d'un film. Deux combattants, partenaires et seuls poulains du futur président de l'organisation allaient s'affronter. D'un côté, Tito Ortiz, de Huntington Beach Bad Boy, vêtu d'un short au motif de flamme, cheveux peroxydés, jeune, beau gosse, 5 fois champion, arrogant et provocateur, mais pourtant craintif debout, qui cherche constamment le combat au sol et aime finir par TKO. De l'autre, Chuck Liddell, dit Iceman, vêtu d'un short au motif de glace, crête dressée, tatouage visible, bouc, un striker froid et agressif à la garde basse, transformant son instinct de bagarreur de bar en une machine à KO glaciale et implacable. Ces shorts, ces contrastes, cette opposition naturelle dans le style et leur tempérament pourraient les comparer à Akainu et Aokiji. Deux personnages, deux tempéraments et deux éléments que tout oppose, mais qui partagent la même ambition ultime, la conquête du titre suprême. Alors qu'il avait jusque-là pour habitude de multiplier les amener au sol, Tito veut montrer qu'il a fait des progrès en striking et qu'il est devenu meilleur que Chuck debout. Il réussit le premier jab, mais Liddell lui répond. Tito se rend compte que striker n'est pas forcément la meilleure des idées et tente à takedown avant de se faire contrer. Contre toute attente, le connecte avec une puissante droite. Chuck lui rend et tente de mettre un terme au combat à 5 secondes de la fin du round. Tito en redemande, mais la cloche sonne. Frustré, il va jusqu'à pousser Big John qui s'interpose. Le combat reprend et c'est Tito qui relance la bataille avec un énorme overhand, mais gêné par le pouce de Chuck qui rentre dans son œil. Ce dernier voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et décide de passer la 5e. Tito se protège, aim out, mais rien à faire, les coups sont trop rapides. Ortiz s'écroule et la salle explose aux côtés de Chuck qui tient la victoire d'une vie. So like everything that I was hitting me with, I was like, all right, that wasn't so bad. That wasn't so bad. And he came with a jab. I felt his thumb touch the back of my head. Then he just came like an onslaught, man. Chuck Liddell did what he does best, and that's overwhelm people. Tito could have poked Chuck in both eyes. Same fucking thing was gonna happen. S'ensuit une autre victoire par KO sur Vernon White. C'est alors qu'il est choisi pour être la tête d'affiche d'une nouvelle émission, The Ultimate Fighter,
Le concept, 16 combattants de 2 catégories de poids résident et s'entraînent ensemble, répartis en 2 équipes dirigées par des coachs qui combattent à l'UFC. Au fil de l'émission, les participants s'affrontent régulièrement dans des combats éliminatoires. Chuck Liddell est l'un des coachs, opposé à Randy Couture contre lequel il tentera de prendre sa revanche à la fin de la saison. C'est notamment grâce à la finale Stéphane Bonnard contre Forrest Griffin, spectaculaire et très suivie, que l'UFC relance sa popularité et évite la faillite. La semaine suivante, le 16 avril 2005, a lieu la revanche tant attendue entre Couture et Liddell. Une nouvelle chance pour The Iceman de devenir champion de l'UFC. Comme lors du premier combat, Couture met la pression et touche, mais en sortie de corps à corps, est touché par un doigt dans l'œil de Liddell. Le combat reprend sur les mêmes bases, mais cette fois-ci, le champion est contré. Presque touché dans son ego, il veut riposter, mais se fait de nouveau connecter par une puissante droite avant 2 nouveaux coups au sol qui l'achèvent. Chuck Liddell l'a fait. Il a pris sa revanche face à Randy Couture, devenant aussi le premier combattant à le mettre KO et surtout devient champion du monde des poids lourds légers de l'UFC. Même s'il avait pris sa revanche et était devenu la plus grande star de l'UFC à ce moment-là, sa quête de rédemption n'était pas encore finie. Une autre défaite entachait son palmarès presque parfait à l'UFC, celle advenue lors de son tout premier combat en 1999. L'UFC lui oppose ainsi Jeremy Horn. Alors qu'il possédait à l'époque un palmarès impressionnant de 23 victoires, 4 défaites et 4 égalités en seulement 3 ans de carrière, il avait combattu depuis 63 fois de plus, cumulant un palmarès hallucinant de 76 victoires, 13 défaites et 5 égalités, et avait en plus affronté sur son chemin des légendes comme Rodrigo Nogueira, Ricardo Arona, Randy Couture, Anderson Silva et avait même battu 2 fois Chael Sonnen, Forrest Griffin ou encore Gilbert Yvel. Mais cette fois-ci, rien ne semblait pouvoir arrêter le train de Chuck Liddell. Alors que le combat a commencé depuis 3 minutes, ce dernier envoie un 1-2 à une vitesse hallucinante, donnant l'impression que les coups ont à peine effleuré Horn. Mais ça ne restait qu'une impression, puisqu'il titube et chute sous un 3e coup du nouveau champion. À la surprise générale, Horn survit aux multiples rafales de coups du Iceman qui connecte une nouvelle fois durement dans le 2e round, tandis que Horn, n'ayant plus de solution, tente de se réfugier dans ses jambes. Mais rien ne sert de compter sur les juges, puisqu'après 2 nouveaux coups de Liddell, Horn se plaint de ne plus rien voir. Big John arrête donc le combat. The Iceman défend ainsi sa ceinture pour la première fois. Lors de cette même soirée, son rival Randy Couture s'impose lui aussi. La belle est alors inévitable, un combat décisif destiné à refermer ce chapitre et à désigner enfin le meilleur des deux. Tito a fait le déplacement, il sait que ce combat marquera encore l'histoire du MMA. Couture prend immédiatement le centre de l'octogone, mais ne se précipite pas dans les échanges. C'est après 4 minutes qu'il décide de se lancer. Chuck est touché, mais le contre du bras arrière lors d'un nouvel assaut, ce qui fait reculer Couture. De nouveau sonné, il plonge immédiatement dans ses jambes, mais Chuck se relève. Le sang coule déjà à flot, mais cela n'empêche pas de Natural de scorer un nouveau takedown. Le 2e round commence, et sur la même action qu'au premier, Couture est touché, mais cette fois-ci s'effondre. The Iceman termine le travail et conserve une 2e fois son titre. Ce 2e KO, réalisé sur l'une des plus grandes légendes de ce sport, illustre sa supériorité et montre qu'il fait lui aussi partie des plus grands. De plus, Chuck ne s'arrête pas là. Après avoir perdu contre The Iceman, Renato Babalu Sobral avait enchaîné 10 victoires de suite, soumettant notamment le futur champion du Pride et de l'UFC, Mauricio Shogun Rua, mais aussi Cyril Diabaté et Chael Sonnen. Le Brésilien est tout naturellement choisi pour une revanche face à Chuck, mais rien ne change. Enfin si, Chuck, qui l'avait mis KO en 2 minutes 55, a été plus rapide, mettant fin au combat en seulement 1 minute et 35 secondes. Pendant ce temps-là, Tito attendait aussi de prendre sa revanche et la méritait, puisqu'après sa défaite, il avait remporté ses 5 combats suivants et pas face à n'importe qui, puisqu'il battit Patrick Coté et 3 anciens et futurs champions du monde que sont Vitor Belfort, Forrest Griffin et 2 fois Ken Shamrock. I'm going to try to overwhelm Liddell, you know? I'm going to try to pick him apart and taking Liddell down and seeing if he could be able to get up each and every round through 5 rounds. I can't lose to that guy. You never heard the end of it. Chuck est blessé au genou, mais accepte tout de même le combat.
I always have pre-fight rituals. They suck too. I throw up and I cry. When I walk out in the octagon, I feel tears coming down. It's just an automatic and that's the emotions. Yummy. C'est à 2 jours du Nouvel An, le 30 décembre 2006, que Chuck Liddell et Tito Ortiz s'affrontent de nouveau. Et cette fois-ci, ce n'est plus un simple combat entre deux anciens partenaires, mais un combat revanche pour la ceinture des poids lourds légers de l'UFC. Et ça, les fans en avaient conscience. L'événement attire ainsi 929 000 spectateurs, soit 9 fois plus que lors de leur premier combat. Un record à l'époque. Depuis, en 20 ans, seuls 21 événements ont fait mieux. Après le premier échange, Tito tente d'amener le combat au sol, mais sa tentative est trop téléphonée. Debout, Chuck se fait surprendre, mais lui en faut plus pour être mis KO, et reprend confiance, acculant petit à petit Tito contre la cage, jusqu'à faire abattre la foudre. Alors qu'une pluie de coups s'abat sur The Huntington Beach Bad Boy, Mario Yamasaki n'arrête pas le combat. Et alors qu'il reste 40 secondes, Tito se relève et survit à ce round. Au début du deuxième, il fait mine de vouloir en découdre debout, mais retente encore d'amener Chuck au sol. Il réussit à prendre son dos lors de sa troisième tentative. Mais Chuck se relève immédiatement. Dans le troisième, Ortiz ne semble pas avoir retenu la leçon et se fait punir par Chuck, qui se fait finalement surprendre par un contre. Il reste 1 minute 30 avant les rounds de championnat. Mais Chuck ne va pas lui laisser cette chance. Alors que les deux semblent se rendre coup pour coup, Tito tente un takedown désespéré et se fait une nouvelle fois punir en ground and pound avant que Yamasaki mette un terme à ce deuxième combat. Cette fois-ci, pas de doigt dans l'œil. Plus d'excuses pour Ortiz qui s'avoue vaincu devant les caméras. Chuck's the best pound for pound fighter in the world right now. I gotta give it to him. I knew Chuck Liddell was going to win those fights. I knew he was. He had Tito's number. Tito couldn't deal with Chuck's style, his power, his wrestling. Tito couldn't take Chuck down, and Chuck was 1,000,000% in Tito's head. The Iceman remporte la 20e victoire de sa carrière, défend sa ceinture pour la 4e fois et efface tous les espoirs de ses prétendants de le faire chuter. When Chuck Liddell was the champion, Chuck Liddell was so fucking terrifying. Yeah. He was this do or die berserker. He would just come at you, just swinging bombs, take one on the chin, knock dudes out. His fights were wild. He didn't give a shit. He was the real reason why the UFC became uber popular, because you would watch The Ultimate Fighter and it was a wild fight, a great fight, but then you need a destroyer. Right. You need a destroyer, and that destroyer was Chuck Liddell. Mais un problème s'est récemment ajouté à cette équation, puisque le Pride est racheté et de nouveaux combattants signés à l'UFC qui peuvent devenir un réel danger pour Liddell. Parmi eux, le seul combattant qu'il n'avait pas encore réussi à battre, Quinton Rampage Jackson, qui venait de faire forte impression, éteignant Marvin Eastman pour son premier combat. That was the most nervous I ever been for a fight when I fought Chuck in the UFC. I had dreams 2 weeks before our fight. This was years ago, but I never dreamed about any of my opponents before. You were haunting him in his sleep, dog? I was trying. Désavantagé du fait du premier résultat, Chuck, qui semble pourtant être au prime de sa carrière, a déjà 37 ans, alors que Rampage n'en a encore que 28. Mais l'UFC reste la maison du Iceman dont il est le champion. Sous les yeux de la nouvelle signature, le dernier champion du Pride, Dan Anderson, la tension est palpable. Rampage adopte la même stratégie qu'au premier combat, mettant tout de suite la pression, mais intelligemment attend le contre. Liddell est tout de suite averti, il n'y en aura pas deux. Chuck was always a tough, durable guy who could hit hard, kick hard, great takedown defense. And the one thing that enabled him to do all that was his unbelievable chin. Age gets us all. Liddell, qui avait l'habitude de combattre garde ouverte, en a fait les frais et est mis KO pour la 2e fois de sa carrière par le même homme. Mais cette fois-ci, rien de similaire. C'est une frappe nette qui a connecté debout alors que Rampage ajoute 4 coups supplémentaires. Étonnamment, The Iceman se relève rapidement, mais se rend compte qu'il vient de subir sa première défaite depuis 4 ans face au même homme, et surtout qu'il vient d'être déchu de son trône.
Voulant effacer cet affront le plus rapidement possible, il décide de combattre seulement 4 mois plus tard face à Keith Jardine qui venait de perdre par KO en 48 secondes et devait être un tremplin avant un super fight face à l'ancien champion du Pride Wanderlei Silva qui assiste au combat. Dès les premières secondes, Jardine semble vouloir éviter le combat en voyant des low kicks tout en tournant autour de Chuck. Mais le combat semble déjà gagné d'avance pour notre désormais ancien champion qui le rush à travers la cage tout en lui envoyant des parpaings. À peine le premier round terminé, Jardine est déjà fortement marqué au visage. Et alors que le round a commencé depuis moins d'1 minute, c'est Chuck qui est envoyé au tapis, sous les yeux du public, abasourdi par ce qui vient de se passer. Heureusement, ce n'était qu'une frayeur, mais tout est remis en cause et Jardine continue de scorer que ce soit en anglaise, mais aussi avec ses low et middle kicks. Pour revenir dans ce round, Chuck doit faire la différence. Il le met knockdown, mais celui-ci n'est pas aussi brutal que celui qu'il a subi. À l'entame du dernier round, les deux semblent à égalité. Jardine continue son travail sur la jambe de Liddell. C'est seulement dans les 30 dernières secondes que The Iceman accélère, alors que ce combat qui devait être une simple formalité se dirige vers une décision. La première en 5 ans et 11 combats. Problème, celle-ci est partagée. Les juges annoncent 29-28 Jardine, 29-28 Liddell et 29-28 Keith Jardine, qui crée l'un des plus gros upsets de l'époque et surtout inflige pour la première fois une deuxième défaite de suite à Chuck Liddell. Finalement, le combat que tout le monde attendait entre les deux têtes d'affiche de leur organisation respective et meilleurs poids lourds légers de leur époque est quand même maintenu. D'un côté, The Axe Murderer, Wanderlei Silva, 35 victoires, 5 défaites et une égalité, tête d'affiche du Pride dont il était longtemps l'unique champion de sa catégorie pendant 1939 jours, un record et surtout un run exceptionnel de 20 combats sans défaite, dont 13 par KO dans l'organisation, autre record. Face à lui, longtemps tête d'affiche de l'organisation rivale l'UFC, dont il était aussi le champion et recordman du nombre de KO de suite avec 7. Deux machines dans ce domaine vont se faire face, et même s'ils étaient sur 2 défaites consécutives, le combat tient toutes ses promesses. Dès les premières minutes, il prend une allure de bagarre de rue, mais c'est notre homme de glace qui semble prendre l'avantage face au tueur à la hache qui n'arrive pas à trouver le contre face à une allonge supérieure. Au deuxième round, les deux repartent sur les mêmes bases, mais c'est Wanderlei qui reprend l'avantage, envoyant Chuck au tapis, qui se relève comme à sa grande époque. Les deux sont déchaînés. Un coude ouvre l'arcade de Silva. Bien que saignant et acculé contre la cage, il s'empresse de lui répondre. Le combat part dans tous les sens. Quand l'un a l'avantage, l'autre lui reprend. Chuck ne semble pas avoir quitté son prime, revenant même étonnamment à ses bases, la lutte. À notre plus grand regret, le combat se déroulait seulement en 3 rounds. Les deux devaient donc faire la différence pour espérer l'emporter. Ce que fait Chuck, tel un kickboxer d'élite, envoie un spinning back fist qui fait vaciller Wanderlei, qui traverse l'octogone à reculons et se prend une rafale de coups comme a pu nous habituer Chuck durant toutes ces années. Silva ne tombe toujours pas, jusqu'à un ultime takedown à 20 secondes de la fin du combat qui en scelle l'issue. Après avoir traversé les enfers, Chuck Liddell renoue avec la victoire. À désormais 38 ans, après de nombreuses guerres, knockdown et knockout qui lui ont très certainement laissé des séquelles au cerveau, il ne prend pourtant toujours pas sa retraite et accepte un combat contre un prospect encore invaincu. De 10 ans son aîné, il n'est pas encore bien connu du grand public, bien qu'il ait remporté la 2e saison de The Ultimate Fighter, mais deviendra par la suite champion de l'UFC. Je parle évidemment de Sugar Rashad Evans. Bien qu'ayant mis 2 KO terrifiants, il sort d'une victoire par décision partagée face à Michael Bisping et d'une égalité contre Tito Ortiz, à qui l'arbitre avait enlevé un point pour avoir attrapé la grille. Mais comme vous le savez, les résultats en MMA ne sont pas des mathématiques.
Chuck commence bien le combat, met la pression à Evans et le touche plusieurs fois. Chuck continue d'imposer cette pression dans le deuxième round, touchant de nouveau, mais est alerté plusieurs fois par Evans qui, tout comme Rampage, attend le contre, jusqu'à ce que de nouveau, l'invraisemblable se produit. Out cold. Aucun terme français ne peut traduire ce qui vient de se produire. Rashad Evans signe l'un des KO les plus terrifiants de l'histoire de l'UFC. Une seule frappe, un overhand surpuissant du droit qui déconnecte instantanément Chuck Liddell comme jamais auparavant. Après ce jour, The Iceman ne sera plus jamais le même. Entêté, il combat de nouveau et l'UFC ne lui fait pas de cadeau puisqu'il affronte le vainqueur du Grand Prix Middleweight 2005 du Pride et autre futur champion de l'UFC, Mauricio Shogun Rua, qui le met KO au premier round. Dorénavant âgé de 40 ans, Dana White, inquiet pour sa santé, souhaite qu'il se retire. Un seul combat pourrait le faire changer d'avis, la trilogie face à Tito Ortiz. Le 10 juillet 2009, juste avant l'UFC 100, alors que sa retraite n'a pas encore été annoncée, The Iceman est intronisé au temple de la renommée. Dana White déclare « Je ne veux pas qu'il combatte, lui veut, alors on verra bien ». Finalement, la 11e saison du TUF est annoncée, avec comme coachs principaux Chuck Liddell et Tito Ortiz, confirmant un troisième combat qui aura lieu le 12 juillet 2010 en main event de l'UFC 115. Tito pulled out of the fight. Don't break your phone. I'm gonna go punch him. Cependant, à quelques semaines de l'événement, Tito se retire pour une soi-disante blessure. I told you he was gonna do this bull. I told him day one. I said that's why I didn't want to do this with him. I got a text from Tito that said, I'm out of the fight. I'm hurt. My neck is messed up. Need surgery. So what do I do now? You're still gonna fight at the end of the show. Yeah, sure, yeah, fine. It's never happened before. He pulled out. I know we're not fighting. I knew we'd do this. If Chuck don't understand, he don't understand. And it's when I fought Forrest. After the fight, I had a lot of tingliness in my ear. My legs would go numb. My arms would go numb. Now all of a sudden, I have to go through neck surgery. Ne pouvant pas annuler la tête d'affiche d'un événement numéroté qui d'autant plus serait la dernière apparition de Chuck à l'UFC, Tito est remplacé par l'ancien champion des poids moyens, Rich Franklin. Chuck commence superbement bien le combat, esquivant et remisant des frappes avant d'amener au sol Franklin. Étonnamment, c'est The Iceman qui est ouvert après un choc de tête. Chuck le touche durement d'un bras arrière. Franklin titube mais reprend vite ses esprits. Il reste moins de 20 secondes dans le premier round et Chuck veut déjà en finir. Alors qu'il envoie un high kick bloqué par Franklin, il le rush. Ce qu'on ne sait pas à ce moment-là, c'est qu'en bloquant le coup, Franklin s'est cassé le bras. Il reste 10 secondes dans ce premier round. En sortie de clinch, Chuck le connecte avec un coup de coude avant que, contre toute attente, pour son dernier combat à l'UFC, The Iceman est mis KO par Rich Franklin. Huge victory for Rich Franklin, and what I believe is the end of a career of a legend. After Rich Franklin, I said that's it. Because I hate to see my guys fight, you know. Me and John talked. You know, it came down to like change your style, fight different, or retire. Après avoir perdu 3 combats consécutifs par KO, Chuck Liddell décide de mettre un terme à sa carrière le 29 décembre 2010. I love this sport, and I'm excited to go to my new stage in my life, and keep promoting the best sport in the world. Thank you everybody, and love you all. De son côté, Dana White annonce que Chuck occupera le poste de vice-président du développement commercial au sein de l'UFC. Le 14 avril 2018, alors que Chuck semble désormais davantage habitué au plateau télévisé et au tournage qu'à la compétition, il annonce qu'il sort de sa retraite pour un ultime affrontement face à Tito Ortiz. Un combat qui aurait dû pourtant se tenir 7 ans plus tôt. Si Ortiz a alors 43 ans, Liddell en compte 48. Et contrairement à lui, Tito est toujours en activité, restant sur une victoire contre Chael Sonnen quelques mois auparavant. Le combat a tristement lieu le 24 novembre au sein de la Golden Boy Promotion, organisation de Oscar de la Hoya. Pourquoi tristement? Car comme on s'y attendait, Chuck n'est plus que l'ombre de lui-même. Défait par 2 fois, Ortiz se réjouit de cette situation. Le provoque, puis le met KO après seulement 2 minutes de combat.
Ce moment, il l'attendait depuis plus de 15 ans et le savoure en ajoutant des coups alors que Chuck est déjà KO avant de célébrer à sa manière. Ce combat fut le dernier de sa carrière, mais ce n'est pas celui que l'on retiendra du Iceman. Et finalement, qu'il gagne ou qu'il perde, c'est ailleurs que réside son héritage. Liddell est l'homme qui a popularisé l'UFC et le MMA moderne, aussi bien dans la victoire que dans la défaite, en incarnant l'ère où ce sport est passé d'une discipline confidentielle à un phénomène mondial. When I first started watching the sport, it was because of Chuck, you know, his famous overhand right, even his look and everything about him was just something I'd never seen before. He had the attitude of a champion, attitude of a true fighter, and then his wars inside the octagon, you know. Chuck is definitely a pioneer of the game and a hero of mine. There's always that driving force at the top of the pyramid I had. I want to be the best in the world. And everything else took a second place to that. À travers ses rivalités devenues légendaires face à Couture ou Ortiz, sa série de KO encore inégalée et son style inimitable, il a incarné l'archétype du combattant spectaculaire. Peut-être n'était-il pas le plus technique de sa génération, mais il fut sans conteste l'un des plus marquants, charismatiques et décisifs. Ses combats se terminaient presque toujours par KO, dans la victoire comme dans la défaite. Il ne montait pas simplement dans la cage pour se battre, mais pour marquer les esprits. Liddell n'a pas seulement dominé son époque, il l'a incarné. Bien avant l'ère des réseaux sociaux, il était déjà une superstar. En battant 6 anciens champions de l'UFC dont certains à 2 reprises, il n'a pas seulement accumulé les victoires. Chuck Liddell aura laissé une empreinte indélébile sur toute une génération.